Bon alors parlons peu, mais parlons bien. Il n'y a aucune conclusion tangible à tirer de la Shakedown Week cette semaine. Le jour où j'enregistre ça, on est mercredi 28 janvier et on a quelques news et infos intéressantes, on a quelques trucs sur lesquels spéculer, mais surtout on a des généralités dont on saura pas quoi foutre. Et comme ici on n'est pas The Race, qu'on va pas faire un nothing burger en mode on a été enfermé dehors, oh là là, super les frais de société. Bon, on a eu des crashs, on a eu des pannes, on a eu quelques news et infos intéressantes, alors on va parler de ça pépouze, hein, tranquillement, on va pas trop se prendre la tête. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour le dire, il y a un petit like pour le référencement, il y a retweeter la vidéo, genre en parler à vos proches, dire t'as vu ce mec, il est incroyable. Il y a les codes et les liens des sponsors dans la description, comme le code Clippy pour 10% de réduction chez Oli Energy. Et je sais c'est chiant, mais vous imaginez pas à quel point en utilisant mon code plutôt que, je sais pas moi, celui de Wankill par exemple, bah vous soutenez la chaîne de ouf. Oli c'est un tiers des revenus d'ici à la Clippy d'Aclib entreprise. Donc voilà, ça aide de ouf. Après, si vous voulez pas boire de poudre, vous pouvez aussi juste le super thanks, même 2 balles, même 1,50€, je sais pas combien c'est le minimum, mais c'est ça aide de ouf. Sans plus de salam alek, en ces temps de récession, bienvenue dans Garage Talks. Alors Williams n'est pas là de toute la Shakedown Week, hein, ce qui est suboptimal, on va pas se mentir. La rumeur persistante, c'est qu'ils auraient loupé 3 crash tests, et par conséquent qu'ils auraient renforcé la bagnole, et par conséquent qu'ils seraient 30 kilos trop lourds. Alors je suis pas sûr de cette histoire, hein, parce que les 30 kilos ils sortent de la cuisse de Jupiter apparemment. Par contre, c'est sûr que pas être là pour la Shakedown Week, quand t'as à peu près tout le monde qui est sûr d'être là d'une manière ou d'une autre, c'est une très mauvaise nouvelle pour une équipe qui faisait tout pour me plaire sur le papier comme midfield hero cette année. On a un James Vowles qui a fait des miracles en arrivant. On a un Albon et un Sainz qui, mine de rien, est un des duos les plus solides de la grille. Je me souviens qu'il y avait, il y avait des gens qui disaient oui, quand Sainz va arriver chez Williams, on verra tout de suite qu'Albon il est pas si bon, il brille seulement parce qu'il est face à des rookies. Ah, c'est pas ce que dit le classement en dernier du coup. Dommage. Better luck tomorrow. Qui est un super film de Dustin Lin. En plus, chez Williams, c'est un moteur Mercedes. Et si je pense pas vraiment qu'on aura un écrémage, genre au nord, ceux qui sont motorisés par Mercedes, et au sud du midfield, ceux qui ne le sont pas, il est clair que ceux qui roulent Mercedes cette année vont avoir un léger avantage sur la concu. Et le léger avantage en Formule 1, c'est un euphémisme pour dire branler le reste. Donc c'est cool, hein, si Williams a 12 chevaux de plus, ça l'est beaucoup moins s'ils ont 30 kilos de plus. Et Williams, c'est les seuls à avoir dit qu'ils ne viendraient pas du tout à la Shakedown Week, et ils ont aussi annoncé publiquement qu'ils allaient faire du VTT. Alors, c'est pas pour une collab future avec Nuke Drop, le VTT, c'est Virtual Track Testing, ou test de circuit virtuel, s'il faut vraiment tout traduire, ou grosse simu sa mère, si tu veux, genre, vraiment synthétiser le truc. En gros, imagine que plutôt que de simuler ça via ordinateur, tu simules une charge sur le matos réel, mais virtuellement. En gros, on met le moteur sur le banc, et on le fait rouler au bon régime moteur, on fait passer la boîte aussi sur le banc, et on la fout dans le bon rapport de boîte. Bref, le Virtual Testing, c'est une manière plutôt bonne de stress test le matos. Le truc, c'est que le VTT, ça teste pas l'aéro de la même manière. Enfin, ça teste pas l'aéro tout court, en fait. Le truc aussi, c'est que le VTT, toutes les équipes ont dû en faire en amont du shakedown. Et on dirait vraiment que je vais parler des mondiaux UCI, mais c'est pas le cas. Donc Williams, ils vont passer plus de temps que les autres sur le banc. Pas le banc de touche. Enfin, oui, mais le banc moteur. Ouais, salut, c'est Clippy du montage pour vous dire qu'entre-temps, James Vowles a sorti son dernier vlog. Dans ce dernier, il se veut rassurant. Il ne nie pas qu'il y a eu des problèmes au niveau du châssis, sans pour autant mentionner des crash tests qui auraient pas été passés haut la main. Insiste sur le dévouement de l'équipe qui sera là à Bahreïn le mois prochain. Et nous dit à demi-mot que derrière cette absence se cache une volonté de push au maximum les limites du règlement. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont trop push et qu'ils ont tellement chié dans la colle qu'ils ont dû réparer la bagnole et c'est pour ça qu'ils sont pas là? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont passé beaucoup plus de temps à plancher sur la bagnole que prévu? Non le sait. Il y en a d'autres qui sont pas encore là à l'heure où je déblatère mes lignes. Hein, il s'agit d'Aston Martin qui, eux, arriveront à la bourre. Apparemment, ils seraient là pour la fin de semaine et ils rouleraient que jeudi et vendredi. Potentiellement, une demi-journée le jeudi. Donc c'est compliqué parce qu'on parle de faire un jour à 2 jours maximum de tests là pour Aston. Ouais, c'est vraiment. Entre-temps, l'Aston Martin a bel et bien roulé à Barcelone, mais elle a roulé que 5 tours au moment où je fais mon montage. On parlera de l'Aston Martin de manière beaucoup plus détaillée quand ils auront reveal la livrée, qu'il y aura un showcase et tout. On essaiera de cumuler ça avec McLaren éventuellement. L'Aston a l'air ultra agressive, on a une philosophie au niveau du nez qu'on voit nulle part ailleurs. On a des trucs qu'on retrouve chez Ferrari, notamment les cornes au niveau de la airbox, mais c'est surtout la géométrie des suspensions et des pontons qui m'intéressent moi. Évidemment, je ferai
mes recherches là-dessus pour la vidéo dédiée. Là, prenez cette vidéo pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste un léger débrief de ce qui s'est passé à Barcelone en début de semaine. J'insiste, en début de semaine. Pareil, il y a plein de trucs qui ont été dit. Oui, la voiture est en surpoids. Oui, le moteur, il s'intègre mal. New Way, il a vu trop large et c'est comme la MP4 23C. Je sais plus, la McLaren qui a jamais passé les crash tests et en fait, c'est de la couille et un jour, j'en parlerai. La MR26 fait l'objet de beaucoup de fantasmes chez les fans. Alors, il y en a qui sont juste sensibles, comme moi, à la DA Aston Martin depuis longtemps. La DA en question s'appelant Sebastian Vettel. Mais le fait est que cette équipe basée à Silverstone, peu importe sous quel nom, depuis très longtemps, elle laisse à penser que putain, il manque pas grand chose pour l'exploit, quoi. Faudrait juste un investissement et quelques bonnes têtes pensantes et le fait est que même si ça s'appelle plus Jordan, même si ça s'appelle plus Force India, même si ça s'appelle plus Racing Point et que ça s'appelle Aston Martin. Notez que j'ai volontairement forgo Spiker et Midland comme nom pour la team Silverstone, cette période est trop trouble. L'investissement, ils l'ont eu. Le campus, il est fini que depuis peu. Je crois qu'il manque encore le simulateur ou alors c'est le Wind Tunnel qui est pas encore allumé, mais c'est l'un des deux. L'investissement, ils peuvent enfin en profiter maintenant. Et ils ont Adrian Newey qui est là en même temps. Tout ça arrive pile au build-up de cette saison 2026 où on se dit ouais, il y a forcément une équipe qui va tirer son épingle du lot parce que c'est tout le temps comme ça à chaque changement réglementaire. Ajoute à ça le fait qu'Honda revient en mode ouais, après être parti, mais pas vraiment parti en ayant laissé 4 titres avec Red Bull derrière eux. Et encore, je compte que les titres pilotes, je compte même pas les titres constructeurs. Tu te dis ouais, Aston Martin ça va être un banger cette année. Ou un putain de tracteur overprice. Et là, Aston, ils ont pas communiqué sur le retard. Alors moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ça s'applique aussi bien aux personnalités publiques dans la sauce qu'aux administrations publiques qui savent plus ce qu'elles foutent, aux équipes de Formule 1 qui viennent pas au test. Si tu n'en parles pas, c'est mieux que de dire de la merde. On sait que Newey, c'est le genre de gars à pousser les délais au maximum. C'est peut-être pas d'hier. Et même si le temps en piste, il est giga important, il est pas exclu que chez Aston, on se dise qu'en fait, c'est suffisant ce qu'il y a. Qu'on n'a pas besoin de se faire trop chier à la Shakedown Week. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas genre un test hivernaux cette année, on en a 3. On a la Private Shakedown Week, c'est maintenant. On a un premier test hivernal à Bahreïn et on en a un deuxième toujours à Bahreïn. En sachant qu'on a autant de track time en amont d'une saison, je crois que c'est la première fois qu'on en a autant depuis que les tests privés sont bannis, ils sont peut-être en train de se dire que ça vaut le coup de push jusqu'au maximum comme ça. D'autant que le test à Barcelone, c'est une initiative des équipes que la FIA et la FOM ont bien voulu écouter parce que personne ne veut d'un bis repetita de Jerez 2014. Parce que les tests hivernaux à Jerez ou Jerez. Oui. C'était une boucherie. Il y avait plus de pannes que de tours et il y a même des voitures qui roulaient bien qu'on trouvait moyen de se sortir. Tout ça parce que les cibles de la FIA au niveau moteur, elles étaient trop hautes, elles étaient trop compliquées. C'est pour ça qu'ils veulent pas de médias là à Barcelone. C'est pour ça que tout est ultra curaté et que genre le récap officiel de la FOM, il dit Adjar, il s'est légèrement sorti. La voiture elle est pliée, Red Bull ils savent pas s'ils peuvent rouler avant la fin de la semaine. Confirmé depuis que Red Bull roulera plus cette semaine, mais c'est vraiment hilarant de regarder le highlight officiel de la Formule 1 sur les jours de shakedown et comparer ça avec tout ce qu'il y a de trouvable sur internet et se rendre compte qu'on nous ment un peu quand même. Mais là, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, il est peut-être pas nécessaire pour la FIA et la FOM de faire autant de secrets parce qu'il y a eu assez peu de pannes. Oui, on a eu Audi qui a vraiment pas une bonne semaine là actuellement. On a eu quelques petits gremlins comme genre l'Alpine de Colapinto, mais c'est vite reparti. Alors peut-être que chez Aston, après les VTT que eux ont dû se faire, après toutes les simulations, on se dit, on n'a pas autant besoin de track time que ça, et ce temps-là, il peut être beaucoup mieux de le passer à l'usine. Et à mon avis, c'est pas qu'ils ont passé lundi et mardi genre à travailler de plus. À mon avis, c'est que vu qu'ils ont push au maximum, il a fallu attendre lundi et mardi que des pièces finissent d'être faites, fabriquées, pour pouvoir les boulonner à la voiture et envoyer la voiture faire du track time. Ça, ou alors c'est un tracteur qui se casse la gueule et qui arrive pas à faire 3 tours. On saura rien avant Bahreïn et on n'aura aucune certitude avant Melbourne. Quant à ceux qui sont sur place... Surprise, Red Bull vous a chiabaladé. Oui, chiabaladé, c'est un verbe, ça vient de M. Night Shyamalan, et c'est quand il y a un plot twist à l'histoire. Alors, la Red Bull des Renders était une feinte, la vraie est très différente. Oh, les pontons! Les pontons! Alors, il y en a plein qui crient au zéro pod, t'as 2022, t'as la Mercedes. Alors, vous allez vous asseoir et appliquer des calmez-vous, parce que là, votre bébé, il est tout bleu. C'est vrai que les pontons de base Red Bull, ils étaient cohérents, beaucoup d'overbite, une structure qui paraissait similaire à l'an dernier, beaucoup d'espace pour laisser le moteur respirer. Après tout,
Le moteur RBPT, il est pas prouvé, donc tu m'étonnes qu'ils veulent faire gaffe. Mais maintenant qu'on a des images d'officielles, on peut voir que le packaging est extrêmement agressif. On n'est pas sur du zéro pod, absolument pas. Mais c'est beaucoup plus agressif qu'Audi, qui pour le coup est pas du tout agressif, ou que McLaren, qui pour le coup reste dans une continuité de ce qu'ils faisaient les saisons précédentes. By the way, oui, on a vu la McLaren, c'est une livrée de test, donc on la mettra pas au championnat du monde des livrées. Sachez juste que si elle devait compter, elle serait même pas sûre d'être devant la Audi. D'ailleurs, il y a les Michel, oui, alors on appelle ça des Michel ici, parce que personne n'appelle ça pareil. Le bon terme serait, selon Sacro-Saint PDF technique, et on a des gens en école d'ingé ici qui travaillent aussi sur ce genre de trucs en projet passion, le bon nom serait RV Floorboards, ou juste Floorboards, ou juste planche de sol. Le problème, c'est que A, c'est chiant à dire, et B, j'ai pas trouvé de terme français. Donc ça s'appelle des Michel et j'en ai rien à foutre. Si vous me dites bargeboard alors qu'une bargeboard c'est ça, je pense qu'on va plus être copains. Et bon, les Michel de Red Bull sont très similaires aux Michel Mercedes et aux Michel d'Audi. Ils ont l'air de bien guider l'air justement au niveau du sol. Et à l'instar de Merco, il y a un slot au niveau du diffuseur, mais le slot il est massif. C'est un gaping slot. Il y a plus de complexité que chez Merco et des experts, hein, c'est des gens intelligents, estiment que c'est pour manœuvrer le flux d'air de manière plus précise, parce que vous voyez ce petit bout là, apparemment, ce serait pour guider le flux d'air turbulent des pneumatiques, un flux d'air qui est très turbulent et qui est aussi gaspillé généralement, c'est pour le reguider sous la voiture, énergiser le sol, créer de la perf. Ah, ça a l'air vachement bien. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et le fait que Red Bull ait moins de matière là, qui peuvent package de manière plus agressive au niveau des pontons, ça leur donne plus de flexibilité, ça ouvre beaucoup de possibilités aéro. Et le truc, c'est que créer de l'appui avec le sol, c'est prioritarisé par les équipes, parce que généralement, ça veut dire de la perf avec une pénalité de traînée qui est infiniment moins haute qu'avec des ailerons ou des appendices aéro de surface. En gros, ça crée de l'appui propre, avec beaucoup moins de pénalité de traînée. Inséré van sur X ici. Niveau moteur aussi, super encourageant, parce que Red Bull a roulé 900 bornes et quelques pour l'instant, ce qui est pas loin de Mercedes et Ferrari, qui sont à respectivement 800 et 1000 km, selon des sources approximatives. Putain, j'adore quand les choses sont pas communiquées clairement. Alors, je vais couper court à cette section et vous expliquer pourquoi ici, en mettant des images de gameplay de Gran Turismo, parce qu'il faut vraiment combler le vide, je vais vraiment prendre un peu de temps. Il y a énormément de confusion sur Internet actuellement entre le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de tours parcourus, qui a eu des pannes, qui n'en a pas eu, parce que la FOM et la FIA ont décidé, dans leur infinie sagesse, de pas rendre le test public, et de surcroît décident, dans leur communication officielle, de sugarcoater, comme on dit en anglais, de saupoudrer de sucre tous les vrais problèmes. Adjar se sort, on dit qu'il a eu un slight off, une petite sortie. La Audi est immobilisée pour le reste de la journée, on dit small gremlins, petit problème technique si vous préférez. La communication officielle étant aussi peu coopérative, on va dire, je préfère me reposer sur des sources tierces. Le problème des sources tierces, c'est qu'il y en a des fiables et des moins fiables. Il y en a qui sont fiables et qui vont colporter des infos pas fiables pour pouvoir les sortir avant tout le monde, parce que ça garantit des clics. Et il y en a peut-être des considérés comme pas fiables, qui ont les chiffres exacts, mais j'oserais pas les donner parce que c'est pas une source vérifiable. Je vais pas, du coup, vous donner de nombre de kilomètres ou de nombre de tours précis. Ce que je vais faire, c'est vous dire par contre que pour l'instant, le motoriste avec le plus de tours au compteur et le moins de problèmes, c'est Mercedes. Et on pourrait s'attendre, du coup, à ce que Ferrari soit juste derrière, puisque eux aussi ont 3 voitures qui roulent leur moteur, mais en seconde position, ce serait Red Bull Powertrain, avec pourtant que 2 équipes qui roulent leur moteur. Le truc, c'est que ça bouffe des kilomètres et que le moteur RBPT a l'air infiniment plus fiable pour un premier moteur que ce qui était prévu. En tout cas, annoncé par plein d'experts. Le 3e motoriste avec le plus de kilomètres serait Ferrari, avec des tests un peu en dents de scie. Haas et Ferrari foutent beaucoup de kilomètres et ont pas énormément de problèmes. D'un autre côté, Cadillac, c'est un petit peu... J'ai pas envie de dire catastrophique parce que le mot est trop fort, mais c'est un petit peu plus difficile. Et Audi, en n'ayant qu'une seule équipe qui roule leur moteur, ça fait du sens, aurait que... Attention, chiffre à prendre avec des pincettes, 95 tours, estimation basse. Donc le plus bas que j'ai trouvé comme chiffre sur internet, encore une fois non confirmé. La majorité des sources que j'ai pu cross-référencer s'arrêtent au 3e jour pour l'instant, donc j'ai rien sur Honda, mais de ce que j'ai vu jeudi, disons qu'il n'y a pas beaucoup de tours non plus. C'est logique qu'un motoriste qui n'est qu'une seule équipe ait moins de kilomètres que les autres. Par contre, Audi, pour l'instant, il donne pas un sentiment comme quoi tout est bon, tout est parfait, tout est merveilleux, tout tourne comme il faut. Et c'est honnêtement une bonne chose, parce que cette Shakedown Week, elle est là pour ça. Elle est là pour localiser, trouver tous ces petits gremlins, tous ces petits problèmes techniques. Vaut mieux que ça arrive maintenant et que ça arrive encore à Bahreïn que ça n'arrive en Australie. Maintenant, si je peux me permettre de parler équipe
par équipe. Chez Red Bull, il y a une certaine sérénité malgré le crash d'Adjar, qui apparemment est dû à une erreur dans le setup de la voiture. Il a roulé avec celui de Max, on sait pas. Même chez Vicarb, on est très serein, les épaules sont en arrière, tout le monde est relax. Je pense pas à ce qu'on s'attendait à ce que le moteur RBPT soit aussi fiable et fonctionnel. D'ailleurs, chez Red Bull, premier 100 de la semaine, on a essayé de rentrer un 1.20 immédiatement. De toute façon, il roule avec les pneus les plus tendres, je crois, Red Bull. Et même si on est sûrement très loin des temps de qualif, c'est un marqueur d'intention et je pense pas qu'on aille chercher à faire un chrono un petit peu rapide d'entrée de jeu comme ça si on n'est pas serein. Chez As, c'est discret, on a rentré énormément de tours quand même et malgré quelques pannes ça et là, les problèmes techniques sont plus discrets que prévu. Chez Ferrari, par contre, il y a un contraste saisissant parce que même si la voiture a l'air fiable, même si ça roule, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, je fais pas du cold reading, mais j'ai beaucoup de mal avec le langage corporel de Loulou et de Charles parce que les deux sont pas au beau fixe. Alors peut-être qu'il faut blâmer le jet lag, peut-être qu'ils sont tous les deux fatigués, ou peut-être que chez Ferrari la consigne c'est poker face et on révélera nos cartes réellement qu'en Australie. Mais si je commence à mettre quelques pièces de puzzle ensemble, notamment avec la quantité d'anti-dive à l'avant et en sachant que la majorité des pilotes aiment pas ça, mais surtout pas Loulou, je commence à me dire que peut-être pas très content du comportement de la bagnole. Mais Ferrari a insisté que ça c'était une spec A, une spec de test, et que la voiture en Australie serait déjà sûrement différente, et que après Bahreïn, il y aurait moult upgrades qui vont tomber. Donc, ça peut vouloir rien dire non plus. Chez Mercedes, on mange des kilomètres, on est très serein. À mon avis, ils suivent leur programme à la lettre. On a entendu Antonelli et Russell parler des voitures et il y a une petite lumière dans leurs yeux. Donc, mettez notre petit billet sur une Mercedes quand même cette année, cette saison. Pour l'instant, le shakedown d'Alpine se passe sans accroc et la voiture a l'air quand même beaucoup plus développée que ce qu'on avait vu sur les renders de base. Je pense qu'il pourrait vraiment nous surprendre cette saison. Mais bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à me dire que je ne crois pas à ma propre rhétorique en intitulé de votre pavé, à supprimer votre commentaire, à le reposter et à l'éditer après. Il n'y a rien qui me donne plus envie de vous lire que quand vous me traitez de menteur. J'espère que vous sentez l'ironie dans ma voix. Et pour finir sur une note tout aussi négative, Audi m'inspire aucune putain de confiance au même titre que Cadillac. Alors, Cadillac, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que effectivement, c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de travailler ensemble, c'est une équipe jeune, il y a énormément de choses qui vont devoir figurer, et ils ont déjà dit qu'ils allaient traiter toute la semaine comme un roulage promotionnel géant, c'est vraiment un shakedown, ils vont pas commencer à tirer des conclusions perfo. Mais si pour eux c'est excusable parce que c'est une équipe jeune qui a pas encore trouvé sa synergie, qui a pas encore trouvé son rythme, Audi, en étant basé quand même à 400% sur Sauber et en ayant construit par-dessus, on peut pas parler d'exécution parce que c'est pas un week-end de course, mais ils ont énormément de mal sur ce shakedown. Ils ont pas beaucoup de bornes, ils ont eu beaucoup de problèmes techniques, notamment un qui les a paralysés sur toute une demi-journée. Encore une fois, c'est bien que ça arrive maintenant et pas sur un Grand Prix, parce que c'est fait pour ça, et je pense que tout ce qu'on a vu de toute façon pour l'instant est exactement comme une démo de jeu PlayStation 2, pas du tout représentatif du contenu du produit final. Rassurez-vous, si vous êtes fan d'une équipe dont je viens d'annoncer assez froidement qu'elle m'impressionnait pas du tout, il y a un monde de différence entre maintenant et le premier test hivernal à Bahreïn, et il y aura encore un monde de différence entre le premier et le second test. Et alors l'univers quantique de différence entre les essais hivernaux et Melbourne peut encore tout chiabalader. Au-delà de ces banalités, ce que je peux vous dire, en risquant quelques extraits vidéo ici, c'est que les voitures ont l'air d'être beaucoup plus nerveuses visuellement, ça c'est pas juste la réduction de poids mais aussi de taille, que je les trouve extrêmement belles, parce que putain ça nous a manqué un tout 2022. 2022, il y avait la sensation de nouveauté, j'étais en mode non, elles sont stylées quand même. Après on les a vues sur la piste. C'était moins stylé quand même. C'était pas vilain du tout, hein, je trouve, 2022. Il y a beaucoup de gens qui crachent dessus, moi je trouve ça allait. Mais là, les voitures de cette année, c'est un step au-dessus, c'est plus agressif. Étonnamment, alors que tu pourrais dire philosophie in-wash, donc moins agressif, mais bon, ça in-wash pas des masses, hein, vu la gueule des ailerons. Et j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter. Quand la Shakedown Week ça finit, je doute pas qu'on ait des infos plus intéressantes. Et vous, dites-moi, vous, comment vous vivez ces essais hivernaux? Est-ce que vous êtes sur Twitter en train de faire F5 toutes les 30 secondes? Est-ce que vous êtes hypé pour la saison qui arrive? C'est Déclipidaclip, suivez-moi partout sauf dans la rue. Je suis impatient d'en voir plus, et je vous fais des bisous. Nul! Elles sont nuls!